Ah, je t'appelle, tant pis. Bonjour. C'est bon, on y est? Bonjour à tous. Ouais. Très bien. Bonjour à tous. Merci d'être présents à ce webinaire qui se veut, c'est le premier du genre. Voilà, je m'appelle Vincent Passini, je suis responsable de la recherche et développement de chez ICO. ICO, donc, c'est une coopérative qui développe toute l'application MIA. Et MIA est une application qui permet de combiner à la fois gestion de données cartographiques et puis gestion de projets agiles. L'objectif de ce webinaire et de ceux qui vont suivre, c'est de mettre un peu les projecteurs sur une expérience intéressante, en tout cas de notre point de vue, et inspirante sur la transformation des modèles. Et pour ça, j'ai demandé aux deux responsables de projet de faire partie du projet au toit, mais ils vont se présenter, de faire partie de ce webinaire. Donc, Caroline, je te laisse la parole. Et après, il y a Jean-Pierre, s'il a été arrivé à se connecter. Bonjour à tous, donc Caroline Gaillard. Moi, de base, je suis ingénieure en agroalimentaire. J'ai travaillé à l'étranger et en France, et après, j'ai rejoint Jean-Pierre, donc qui devrait arriver sur le modèle au toit. Donc, justement, au toit, c'est le sujet, en fait, du webinaire d'aujourd'hui. Parfait. Donc, oui, vas-y. Je voulais présenter Jean-Pierre rapidement puisqu'il n'est pas là. Donc, Jean-Pierre est l'initiateur, en fait, de ce modèle. C'est vraiment lui qui a imaginé au toit. Moi, je l'ai accompagné depuis un certain nombre d'années maintenant. Je l'accompagne. Et en fait, Jean-Pierre a travaillé, donc il a démarré sur les marchés. Sa famille tient un commerce dans le centre-ville de Périgueux depuis presque une décennie, 100 ans maintenant. Voilà, donc depuis tout petit, il travaillait sur les marchés, le commerçant, etc. Et puis, par la suite, malheureusement, comme il dit, il a mal tourné, il est parti dans la grande distribution. Et donc, il a évolué dans la grande distribution, il a démarré simple poissonnier. Et puis, de fil en aiguille, il est monté jusqu'à diriger une centrale d'achat. Mais bon, il a… De toutes ces expériences, en fait, lui sont venues en fait, au toit et ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Alors, encore une fois, j'insiste là-dessus, hein, c'est pas la vérité, c'est pas le saumon, mais c'est d'une expérience très intéressante sur plein d'aspects, à la fois sur la capacité, sur les ressources d'un territoire, mais aussi sur le modèle qu'on peut déclencher, qu'on peut engager sur les différents territoires qu'on peut trouver en France. Alors, est-ce que tu peux nous afficher le diaporama, Laura? Oui. Parfait. Oui. On a à peu près 45 minutes. On va diviser le temps en 3 grandes parties. Il y a un premier temps, en fait, on va parler d'au-toit, mais vu sous l'angle des acteurs. Et notamment, vu en quoi c'est intéressant pour un client, pour un producteur. Deuxième partie de la présentation, c'est au fond l'écosystème au toit, c'est quoi? Comment ça fonctionne concrètement sur un territoire. Et puis une dernière partie plus synthétique, en gros, c'est en quoi au toit est en gros un projet qui peut fabriquer un nouveau modèle de développement beaucoup plus régénératif. Et je reviendrai sur cette notion de régénération. Voilà, je vois que le diaporama va s'afficher. Merci beaucoup, Laura. Tu peux enclencher la diapo 3 et comme ça, je laisse directement la parole, c'est juste après, à Caroline. Tout à fait. Donc, on va démarrer au toit du point de vue du client pour que vous compreniez en fait ce qu'apporte au toit au client et ensuite, on verra, comme l'a dit Vincent, au toit du point de vue du producteur. Donc, du point de vue du client, vous en avez marre de courir partout pour faire vos courses? Sur autoit.fr, tout est là. Mon marché, mon centre-ville, mes artisans et producteurs préférés autour de chez moi, donc comme mon maraîcher, mon boulanger, mes pâtissiers, mes bouchers, poissonniers, fromagers, etc. Sans oublier les produits que je trouve habituellement au drive, comme le papier toilette, la lessive, etc., etc. Ainsi que toutes mes boutiques préférées de galeries marchandes et de zones commerciales. Bref, tout mon réseau local
est désormais accessible tous les jours depuis le site autois.fr. En naviguant sur autois.fr, on peut d'un seul coup comparer les produits des plus grandes marques avec ceux des locaux, de nos artisans et commerçants du centre-ville, des marchés, de nos agriculteurs et producteurs préférés. Ici, le beurre de la marque Président ne fait pas forcément de l'ombre au beurre fermier de la ferme d'Eddy. Et la bavette de bœuf de bio de viande naturelle joue des coudes avec celle de chez Charal. Le lait fermier entier de la ferme de Boulubé est sur la même page que le lait entier bio de chez Lactel. Reste à choisir les produits que l'on aime savourer et qui nous font besoin et surtout plaisir. Simple, pratique et rapide, le site autois.fr fonctionne comme un site de drive classique. Je m'identifie, je choisis mes articles parmi tout ce qui m'est proposé en utilisant les filtres et je passe ma commande avant minuit. Ensuite, je récupère toutes mes courses le lendemain à partir de 15 h au toit, c'est-à-dire au point de retrait, au drive partagé que j'ai choisi. Autois me permet également de bénéficier de la livraison à domicile, voire directement sur mon lieu de travail. Autois me permet donc de consommer mieux et de me faire plaisir tout en privilégiant les circuits courts avec les producteurs et les artisans locaux. Donc, sur la slide suivante, vous allez pouvoir apercevoir différents modèles de toit, mais on reviendra dessus par la suite. Donc, le toit, vous avez bien compris, c'est un point de retrait, c'est un drive partagé. On va voir maintenant au toit du point de vue d'un producteur. C'est la diapo d'après, voilà. Merci Laura. Bonjour, je me présente, Marie-Pierre, éleveuse de chèvres et productrice de fromage frais. Pourquoi j'ai adhéré à Autois? Autois m'apporte des outils clés en main. Une équipe pour répondre à mes questions et m'accompagner. Un site internet qui m'apporte de la visibilité au-delà de ma ferme. C'est une vitrine supplémentaire. La communication pour me faire connaître et des lieux de vente qui sont des drives partagés. C'est un peu tendance. Et ça me permet de toucher des clients qui ne viennent pas jusqu'à ma ferme. Chez Autois, je suis libre de décider moi-même des produits que je souhaite vendre, ainsi que des quantités et des prix. Autois est également monté en groupement. Les coûts sont donc partagés entre tous les adhérents, qu'ils soient comme moi, agriculteurs ou bien artisans du centre-ville, mais également de la grande distribution ou des grandes marques. Le but d'un groupement n'est pas de faire des bénéfices, mais de couvrir l'ensemble des coûts. C'est mon outil et j'y suis adhérente. Plus le groupement fonctionne et plus je gagne. Côté organisation, je suis informée dès qu'une commande est passée et j'ai jusqu'à 10 h le lendemain pour les préparer et les apporter au hub, c'est-à-dire au point de collecte à côté de chez moi. Et pour la suite, c'est Autois qui s'occupe du reste. Je peux même décider de faire des offres programmées avec de la prévente. Il y a beaucoup d'options possibles que vous pourrez découvrir. Autois me permet donc de me faire connaître au-delà de la ferme, de toucher plus de monde et de faire des ventes supplémentaires sans investir dans une autre boutique. Donc voilà, on vous a expliqué ce qu'était Autois, voilà, d'un point de vue client et d'un point de vue d'un producteur. Maintenant, on va vous expliquer en fait comment est monté cet écosystème Autois, puisque c'est vraiment un écosystème, vous allez le comprendre. Comment en fait on va les monter sur le territoire. Voilà, merci Laura. Donc, la première chose à faire, bien sûr, ça va être d'identifier les différentes ressources que l'on a sur le territoire. Donc, comme vous pouvez voir sur la carte en dessous, donc c'est le département de la Dordogne qu'on a essayé de cartographier. En fait, on s'aperçoit qu'on a énormément de ressources sur un territoire, plus qu'on ne pourrait imaginer. L'idée, c'est de faire des liens avec les chambres, des chambres consulaires, type les chambres des métiers, les chambres d'agriculture, de commerce, et grâce à l'outil MIA, de placer en fait et de filtrer en fait toutes les ressources que vous allez avoir sur le territoire. Et ça, vous pouvez le voir, c'est énorme. Surtout, là, en plus, on est sur une zone un peu rurale, la Dordogne. Donc, vous voyez qu'il y a déjà, on a tout ce qu'il faut sur le territoire. Juste, Caroline, pour expliquer que ça se fait quasi automatiquement en intégrant des fichiers. Hein. Exactement, exactement. C'est très facile à faire et l'équipe MIA est vraiment au top là-dessus.
C'est très simple à faire. On rentre ce qu'on a, les différentes ressources du territoire, donc nos agriculteurs, nos artisans, mais pas que. Ça peut être les coiffeurs, tout ce qui est service, etc., etc. Vraiment, il faut tout positionner sur la carte pour vraiment avoir une idée des ressources que l'on a sur le territoire. Et juste une question, qu'est-ce qui permet de dire qu'on a toutes les ressources ou qu'on a suffisamment de ressources? Ben, on le voit en fait sur la carte. Et puis on a des liens avec les chambres des métiers d'agriculteurs et de commerce. Donc bon, c'est des liens très proches. Bon, voilà, c'est énormément de ressources. Ok. Du coup. Donc la deuxième étape, ça va être de positionner les toits. La diapo d'après. Voilà, merci Laura. Donc les toits. Donc vous avez bien compris, les toits, enfin non, vous n'avez peut-être pas compris, les toits ont deux fonctions. La première fonction, ça va être la dépose en fait pour les acteurs locaux. Donc le toit, il va nous permettre de déposer les commandes en fait pour les acteurs locaux. La deuxième fonction, ce même toit va servir pour le retrait des clients. Donc en fait, on a utilisé un outil qui est optimisé dans sa fonction en fait, pour déposer le matin pour les artisans locaux, les commerçants locaux, etc. et le soir pour les clients pour le retrait des commandes. Donc pour positionner en fait ces toits, ces points de retrait, on va utiliser tout un système d'études quanti-quali pour renforcer en fait nos décisions par la connaissance des clients. Ça, c'est vraiment très important via des enquêtes, des sondages, des statistiques, etc. On ne va pas les positionner n'importe où non plus. On va faire également des études de marché et de prestations de géomarketing. Il faut vraiment aussi connaître voilà, la population, puisque dans une ville où il y a plus de population, on va installer plus de toits qu'en milieu plutôt très rural où il y a beaucoup moins de population. Donc, l'idée, c'est vraiment de mailler le territoire quand même et de permettre à nos zones rurales de bénéficier de ce service, puisque l'idée, c'est vraiment de régénérer le territoire. Et on va essayer en fait de positionner. Donc, on a pris comme, pour le positionnement tous les 10 à 15 km, on a pris comme visée 3% des ménages. Donc, on estime qu'à 3% des ménages qui utiliseraient le système au toit, on pourrait avoir un réseau de maillage sur le territoire tous les 10 à 15 km. On va passer à la diapo suivante, Laura. Voilà. Donc, on a positionné nos toits. On a différentes sortes de toits. Donc là sur la droite, là en vert, où c'est un peu plus zoomé, on peut voir, ça c'est Périgueux et on va dire le Grand Périgueux et la périphérie. Donc ça donne déjà un maillage bon, assez sympathique. Donc je disais, on a différents types de toits et la diapo suivante, on le verra après, mais on a vraiment beaucoup de possibilités pour s'installer. C'est pas l'installation, c'est pas le frein. Donc, on a des toits autonomes, vraiment entièrement autonomes, qui peuvent, par exemple, se positionner sur un parking. Donc, un toit autonome, en fait, en tant que client, vous avez une carte d'accès ou un smartphone, enfin, tout ce qui existe aujourd'hui pour s'identifier. Donc, on s'identifie et votre commande arrive en 45 secondes. Donc, c'est vraiment très rapide. À l'inverse, pour un producteur, un commerçant, un artisan, lui, il va aller déposer en fait ses commandes dans ce point de retrait. Donc, il s'identifie et il va déposer en fait ses commandes. Donc, pareil, en utilisant les mêmes systèmes d'identification. Nous, derrière, on a tout un système informatique qui nous permet en fait de savoir qui a déposé, comment c'est, où c'est dans la machine, etc. Donc, ça, c'est le toit autonome qu'on peut mettre sur un parking. On va également s'adosser sur les drives de la grande distribution. Donc aujourd'hui, concrètement, on discute avec eux pour en fait louer 1 à 2 pistes de drive qui existent pour les écoulements. Les clients, en fait, on s'aperçoit qu'ils sont quand même habitués à aller au drive et que les drives sont relativement bien positionnés et maillent bien, notamment les centres, les grosses villes.
Donc, en fait, utilisons déjà le réseau qui existe. Pas la peine de reconstruire non plus beaucoup de choses. Il y a déjà suffisamment de choses sur le territoire. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est une ressource supplémentaire également, ces drives. On pourra également s'installer, donc notamment au niveau des entreprises, via les CE ou autres. Alors, il faut des entreprises quand même avec suffisamment de population. Mais en fait, ça va apporter un service supplémentaire pour les salariés de l'entreprise, de pouvoir en fait bénéficier du retrait de leurs courses en sortant du travail. Donc, ça peut être aussi notamment les hôpitaux ou autres, ou les gens qui ont des horaires décalés. Ça peut être intéressant, ça peut être un gain de temps. Ce qu'on appelle ensuite les toits primaires. Alors ça, c'est plus des partenariats avec des boutiques déjà existantes, voire des épiceries de village où on n'a pas forcément suffisamment d'écoulement pour mettre des drives autonomes. Mais je veux dire, l'épicerie de village peut très bien servir de point de retrait. En plus, ça lui ramènera du flux dans son magasin. Si on a oublié la plaquette de beurre pour le soir, ça peut être très pratique de faire cet achat complémentaire. Bon, voilà, on a vraiment une multitude de toits. Et en fait, l'idée, c'est vraiment, comme je le redis, de mailler le territoire pour permettre à tout à chacun de bénéficier en fait de toutes ces ressources qui sont présentes sur le territoire. Déjà, utilisons les ressources du territoire avant d'aller chercher celles d'après. Donc, sur la diapo suivante, je vais rapidement vous expliquer tout là où on peut s'installer, s'implanter sur le territoire. Donc, bien sûr, ça va être, comme je l'ai évoqué, donc sur les parkings déjà existants, voire les drives de la grande distribution. Ça peut être directement sur votre lieu de travail. Donc, ça, voilà, on l'a vu. Sur le marché. Donc, on pourra mettre un drive mobile, un camion, par exemple, qui arrive, qui permet déjà aux clients du marché de profiter pleinement du marché en se disant qu'en sortant du marché, il pourra récupérer sa lessive, son coca, etc. Et puis, inversement, ça permet aussi aux vendeurs du marché justement de déposer les les commandes qui ont été passées par les clients pour pouvoir les retirer le soir. Donc, l'idée, c'est vraiment d'apporter en fait ce côté pratique sur le territoire. On pourra également s'installer sur les aires d'autoroute. La livraison à domicile sera également possible. On peut s'installer dans les parkings souterrains, les bas d'immeubles, dans les centres-villes et même dans les fermes. Aujourd'hui, ceux qui font de la vente à la ferme, c'est très pratique de leur installer soit un module automatique s'il y a beaucoup d'écoulement, ou alors ils peuvent également servir de point de retrait. Aujourd'hui, c'est très facile. Donc, sur la diapo suivante, une fois qu'on a positionné nos ressources sur le territoire, une fois qu'on a positionné nos toits, maintenant, il va falloir qu'on relie en fait tous ces acteurs entre eux et qu'on fasse notre maillage sur le territoire. Donc, la première étape, on va d'abord relier, on va dire, chaque ressource à un toit. Donc, vous avez compris, la ressource, mon agriculteur va déposer ses commandes sur un toit. Ensuite, chaque toit va être relié à une tournée logistique qui est organisée et optimisée. Donc ça, on fait des partenariats avec des logisticiens qui sont présents au national sur l'ensemble du territoire. Ça, c'est plus pour les gros écoulements avec les marques, par exemple. Et on va aussi utiliser forcément les logisticiens locaux. Et en fait, on va utiliser leur tournée déjà existante pour ce maillage, pour récupérer en fait toutes nos commandes. Et voilà, le circuit existe déjà, autant rentabiliser leur tournée dans la mesure du possible. Donc, l'idée, c'est vraiment pour les commerçants de se faire connaître au-delà du magasin, du point de vente. Et ensuite, pour les territoires, ce qu'on veut vraiment, c'est redonner l'autonomie au territoire et notamment redonner l'autonomie alimentaire. Puisqu'aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut sur le territoire. Ça ne sert à rien de faire venir des marchandises qui viennent de très loin, surtout avec le prix du carburant qui augmente. Aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut sur le territoire. La première carte des ressources nous l'a vraiment montré.
utilisons ce qu'il y a sur le territoire, redonnons l'autonomie alimentaire au territoire. Donc, sur la diapo suivante, je vais vous expliquer vite fait notre schéma logistique, comment il fonctionne. Donc, le matin, on a le matin en haut et l'après-midi en bas. Le matin, c'est tous nos commerçants, tous nos vendeurs, on va dire. Et l'après-midi, c'est tous nos clients qui viennent récupérer leurs achats. Donc, vous avez bien compris, chaque ressource, chaque acteur local est rattaché, donc ce qu'on a dit tout à l'heure, à un toit, va déposer dans son toit. Ensuite, nous, on utilise, soit on fait une tournée logistique si elle n'est pas existante, soit on utilise déjà les tournées existantes pour récupérer l'ensemble des commandes. On va amener ça sur une petite plateforme sur laquelle on va récupérer également l'offre des drives, l'offre des galeries marchandes, des zones commerciales, etc. On centralise et on consolide tout sur un seul et même point. Et ensuite, on va utiliser les tournées logistiques inverses pour repartir dans nos différents points, nos différents toits, nos différents points de retrait, drive partagés que l'on a sur le territoire. Donc, si on reprend l'exemple de Marie-Pierre avec ses fromages de chèvre, donc elle va les déposer donc, au petit point de retrait à côté de chez elle. Ça va arriver sur cette plateforme où Madame Michu, Madame Dupont et Madame Martin auront commandé avec les produits du drive des zones commerciales. Et ensuite, ça repart dans les différents points, voilà, les différents points de retrait que Madame Michu, Madame Martin et Madame Dupont auront choisi. Donc, en fait, elle dépose là et elle a 5, 6 et tout dépend du nombre de toits auxquels elle est rattachée. Parfait. Voilà. Merci beaucoup, Caroline. On va peut-être laisser la place à des questions. S'il y a des gens qui veulent réagir, on laisse 2-3 minutes avant de conclure. Mais on voit bien que, je reviendrai sur les bénéfices d'un projet comme ça, mais ce qui est intéressant, c'est que, avec une cartographie des ressources, on prend conscience qu'une grosse partie des ressources existent sur des territoires, on va dire, que ça soit des communautés de communes ou des pays, voire au-delà. Que deuxièmement, ce qui est important, c'est une fois qu'on a pris conscience de ça, et ça demande pas un diagnostic qui va prendre un an, puisque la plupart des informations, on peut les avoir à partir d'acteurs existants, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, Caroline, les chambres consulaires. Deuxième élément, c'est la mise en place de ces toits pour bien quadriller le territoire et avoir en gros tous les 10-15 kilomètres un relais, on va dire, qui quadrille un peu le territoire. Et une fois que vous avez ça, c'est faire fonctionner un réseau phygital. C'est-à-dire que à la fois relier ces toits par des logiques physiques, mais aussi digitales, parce que derrière, c'est ce que nous permet les nouvelles technologies, de fabriquer en fait ce réseau et de le faire fonctionner dans la durée. Donc, je n'ai pas de questions. Ah si. Non, ben je continue. En fait, on peut, du coup, ce qui est intéressant dans cette action, dans ce projet, si tu peux passer à la diapo d'après, c'est qu'on voit d'un point de vue de l'économie générale, c'est que, non, c'est juste après. Merci Laura. C'est que, en fait, il y a un vrai sujet dans cette expérience qui peut aider à la transformation des modèles. En gros, pour faire court, comment passer d'un modèle extractif à un modèle beaucoup plus régénératif qui prend davantage en compte les ressources sur un territoire. Pour illustrer, hein, c'est pas Amazon qui fait ses livraisons et qui capte l'essentiel de la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, elle va rester sur le territoire. Mais ce qui est intéressant, c'est que aussi ça permet en fait de réutiliser les ressources que l'on peut trouver sur un territoire. Et quand on regarde cette expérience d'un point de vue, alors de la théorie symbiotique, qui est une théorie qui a été mise en place, développée par Isabelle Delamoine, mais sans rester, sans être enfermé dans cette théorie, et qu'on regarde à partir des 6 principes de cette théorie. Je vois une question de Nicolas Millet. Bonjour Nicolas. Au-delà des partenariats fonctionnels avec des producteurs, des consulaires, les logisticiens,
pourriez-vous évoquer les éventuels partenariats avec des acteurs connexes comme des clubs d'entreprise, les unions commerciales, les réseaux type comptoir de campagne? Aujourd'hui, nous, on démarre déjà, on démarre sur l'alimentaire, sur le commerce, enfin, je dis l'alimentaire, mais sur le commerce en général. Mais oui, demain, ce sera possible, en fait, de réunir tout ça. Aujourd'hui, le réseau existe. On l'a organisé, c'est organisé, donc on pourra rattacher tout ce qu'on voudra. Au-delà de faire du commerce, au toit, enfin, on le verra en conclusion, mais c'est aussi une conciergerie numérique. Enfin, on peut faire énormément de choses. Et oui, du coup, on peut relier tout ça. Aujourd'hui, c'est possible. Le réseau sera là, donc tout est possible. Et y compris la culture, y compris la santé, au passage. Bien sûr. Les bibliothèques, on pourra les relier. Enfin, tout est possible. Et on a beaucoup d'idées pour le développement de la suite. Il y a une question qui est intéressante. C'est vrai, on n'a pas abordé ce sujet. C'est quel modèle économique pour Autois? Et comment se fait le partage de la valeur ajoutée? Alors, Autois, je l'ai évoqué. Autois est monté en groupement d'outils et de services. Donc, du coup, les revenus qui sont… l'idée d'Autois, c'est de ne pas faire de revenus sur le territoire, concrètement. Donc, oui, il y a un coût c'est un coût d'adhésion et de prestation de services qui est minime. Hein. Aujourd'hui, si on prend Amazon, nous, on est quand même beaucoup moins cher qu'Amazon. Même si, bon, voilà, c'est pas forcément une référence. Mais l'idée, c'est vraiment de permettre tout ce réseau. Et je vais dire, plus il y aura d'acteurs, moins l'adhésion sera chère, moins la prestation sera chère. Et c'est vraiment le but de couvrir les coûts en territoire. Voilà le modèle économique de Autois. Au-dessus, on aura une haute ligne qui sera un peu plus financière avec des investisseurs, mais là, on aura du trade marketing, etc. Mais voilà, le but, c'est en territoire, c'est vraiment de couvrir les coûts. J'espère que j'ai répondu à la question. Il faut qu'elle vienne répondre. On a une question qui arrive. Mais ce qu'il faut quand même se dire, ce qui est intéressant, c'est que bon, c'est des nouveaux projets avec de nouveaux modèles économiques. Mais si on arrive à intégrer l'ensemble des coûts, y compris la question des déplacements, on peut mieux rémunérer les producteurs, on peut être plus efficace sur les livraisons, on peut aussi réfléchir à limiter les impacts négatifs sur les écosystèmes vivants, et y compris à développer de nouveaux d'impacts beaucoup plus positifs. Donc, mis en bout à bout l'ensemble des bénéfices, mais par contre, ce que ça pose quand même comme question, c'est un nouveau modèle de gouvernance. Où en fait, et peut-être que tu peux dire un mot là-dessus. Alors, je vais rebondir sur ce que tu disais, Vincent, par rapport à toute cette logistique. Alors, pour nous, c'est vraiment tellement évident, mais pas forcément pour tous nos interlocuteurs, tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Mais en fait, pourquoi on peut avoir des coûts bas? C'est que dans le même camion, on aura énormément d'acteurs. Et du coup, les coûts sont divisés entre tous les acteurs. On n'est plus mono-enseigne, on est multi-acteurs, multi-enseignes. Donc, du coup, les coûts sont vraiment réduits à peau de chagrin. Et je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra s'en sortir demain, c'est en travaillant ensemble. Voilà. Après, par rapport à la gouvernance, donc comme c'est monté, comme je l'ai précisé, c'est monté en groupement, on aura des collèges où chacun pourra s'exprimer et avec une présidence tournante. Donc, le but, c'est vraiment de redynamiser les territoires, apporter tout ce que les territoires souhaitent. Je ne sais pas, si on prend un exemple, le collège artisan non alimentaire, enfin des coiffeurs qui veulent un agenda en ligne, un peu comme, c'est imaginé, mais Doctissimo sur l'ensemble des coiffeurs de la région, où on peut ajouter les esthéticiennes, on peut tout ajouter. Demain, ce sera des outils que l'on pourra développer grâce à Autois sur le territoire. Ce sera tout à fait possible. Voilà. Donc,
Juste une question quand même qui est intéressante là, ça arrive. La question du volume et la question on pourrait y compris la qualité. Comment on garantit le volume et la qualité en fait dans un système comme ça? Pour la proximité. Pour rendre les choses, à un moment donné, il faut livrer une quantité de produits parce que ça, c'est ça l'enjeu. Alors, concernant les volumes, en fait, chacun met ses quantités qu'il a à vendre. S'il a 3 poulets à vendre, il met ses 3 poulets. Il ne va pas en mettre 10 ou 12 parce que ce ne sera pas possible. Mais les volumes et la quantité. Oui, et après, enfin, l'idée, c'est comme je l'ai dit, c'est remettre l'autonomie en territoire. Apporter, en fait, avec Autois, on apporte les outils pour permettre l'écoulement. Donc, on peut se remettre à produire et à s'occuper de produire avec des produits de qualité. Remettre la qualité, le plaisir. Et nous, on s'occupera des écoulements par la suite, puisqu'on pourra avoir des partenariats avec des industriels pour, enfin, je sais pas, si on prend les légumes, on demande aujourd'hui, on va demander aux agriculteurs de produire, mais comment est-ce qu'ils vont écouler? Donc, demain, on s'occupera de ça en les rémunérant ce qu'ils ont besoin pour vivre et mieux si c'est possible. Mais il y a une réponse qui est très simple, c'est que on va pas passer d'un modèle, on va dire, qu'on connaît aujourd'hui avec la grande distribution, avec sa logistique actuelle, à un modèle qui ressemble à Autois, du jour au lendemain. Donc, en revanche, ce qu'il faut peut-être engager, c'est commencer à démarrer des expérimentations et peu à peu, l'équilibre va se trouver, on va le trouver l'équilibre entre, on va dire, toute une logistique un peu classique avec une logistique et une organisation beaucoup plus interne au territoire. Et progressivement, les quantités et y compris la qualité, on va le trouver petit à petit. Mais pas du jour au lendemain, ça n'est pas possible. Encore on plus est bien d'accord. Qui sont des territoires métropolitains. Mais par contre, il y a un sujet quand même qui est important, c'est la question de la sécurité alimentaire. Oui. Et on voit qu'il y a des études qui montrent au passage que si jamais il y a un souci, et je vous rappelle pas ce qui s'est passé il y a 2 jours, les questions de sécurité alimentaire vont se poser. Donc, c'est des questions qui vont toucher de toute façon les territoires. Mais ce qu'on voulait montrer aussi, c'est que il n'y a pas de recette magique, mais il y a des outils qui existent pour réguler un peu mieux les choses. Alors, il y avait une autre question. Ne craignez-vous pas que les GAFA phagocytent Autois via des investissements pour exécuter ce nouveau modèle, etc., etc. C'est une question, en fait. Oui. Non, tout à fait. Alors, nous, ce n'est pas du tout l'idée. C'est pour ça que c'est monté en groupement aujourd'hui. Voilà, pour justement se prémunir de ça. Très bien. Et j'ai une autre question. C'est une SIC pourrait être une forme juridique adaptée? Question. J'ai pas compris. La SIC, la société de coopérative, donc pourrait être une forme adaptée. Peut-être aujourd'hui, honnêtement, on discute avec les juristes sur le meilleur montage juridique. Donc oui, effectivement, c'est des choses que l'on évoque, mais bon, il faut qu'on soit aussi source de propositions. Ensuite, il y avait, peut-on imaginer… Ah oui, et quel est le rôle de MIA dans la carto, etc. Alors, je peux juste… Ce qui est important là-dedans, c'est évidemment de prendre conscience de l'existence des ressources et de mettre ces ressources en réseau. Or, évidemment, il y a un outil cartographique, à partir du moment où vous avez l'information, peut tout de suite vous mettre ça en réseau et montrer là où il y a des trous dans la raquette, ce que vous ne pouvez pas faire de façon très classique. L'autre élément qui va être important, c'est à un moment donné de placer les toits sur le territoire et de représenter ce maillage-là. Et derrière, si cet outil est relié à une gestion de projet, comme c'est le cas d'Autois, eh bien vous pouvez piloter l'ensemble du dispositif. Voilà l'intérêt. Alors, demain, ça sera un autre outil, etc. Mais c'est le principe de fonctionnement et c'est d'où l'intérêt évidemment, d'utiliser un outil comme IA.
peut-on imaginer une récupération des déchets dans les fermenticibles pour produire du compost et boucler une économie circulaire symbiotique? C'est un des sujets que je voulais aborder. C'est évident que, y compris ça, on est en plein dans l'économie circulaire, comment exploiter les déchets. Et on voit bien que, mais il n'y a pas que les déchets, il y a aussi tous les services rendus par les humains. Hein. Il y a aussi plein de choses qui peuvent être imaginées à ce niveau-là. Mais vraiment, c'est l'esprit. Voilà. Après, il faut trouver les gens pour le faire. Tout à fait. Et, bon, c'est vrai que au toit, c'est tellement vaste que bon, en discuter une demi-heure, c'est vrai qu'on n'a pas le temps d'aborder tous les sujets. Mais oui, c'est vraiment quelque chose que nous, on a avec Jean-Pierre, qu'on a dans la tête pour la suite. Alors, tous les déchets, déjà tout ce qui est sur-emballage, marketing, on va pouvoir utiliser aussi des contenants qui sont réutilisables, etc. Avec notre système de logistique et de toit, tous ces contenants qui seront consignés, ce sera très facile de les récupérer et de les réintroduire dans le circuit. Donc oui, aujourd'hui, oui, c'est quelque chose que l'on travaille et bien sûr qui nous tient à cœur pour tout ça. Il y a une question très, très pratique par Hélène Becquet qui dit, en fait, en matière de sécurité alimentaire, certains produits nécessitent des transports de stockage et réfrigérés. D'accord? Oui. Donc, tu peux répondre. Oui, bon, déjà, moi, c'est mon métier de base. Donc ça, forcément, on n'en parle même pas parce que c'est la première chose que l'on apprend et que l'on a pensé. Aujourd'hui, oui, bien sûr, tout ce qui est au niveau sécurité alimentaire, il n'y a aucun souci, c'est géré. Tout ce qui est gestion de chaîne du froid, on a des logisticiens prestataires qui sont spécialisés là-dedans. Voilà, toute la chasse à CP sera mise en place. Il ne faut pas s'inquiéter là-dessus. On aura des contrôles. Là-dessus, c'est vraiment, je vais dire, le b.a.-ba quand on travaille avec de l'alimentaire et du froid positif, du froid négatif. Il n'y aura aucun souci. On ira même jusqu'à permettre aux clients de récupérer leurs courses dans des emballages, on va dire, isothermes avec des certifications ATP, ce que vous trouverez pas mieux. De toute façon, c'est les certifications des camions. Donc aujourd'hui, oui, c'est quelque chose qu'on a bien sûr inclus et c'est la base, quoi, je dirais. Et alors, on a une question pratique sur Autois. Comment se matérialiseraient les espaces de dépose et de retrait de commandes? Serait-ce un système de casier contrôlé par informatique? Alors, on l'a vu. Si, Laura, tu peux revenir à la diapo 4. Ouais. S'il te plaît. Donc là, on a des exemples de toits concrets. Oui, c'est alors système de casier, oui et non. Nous, on a fait un truc un peu plus pratique, notamment si vous regardez en bas au milieu, vous avez une espèce de station essence, station de péage. Donc vous arrivez, vous ouvrez votre coffre, vous vous identifiez, vous récupérez vos courses. Aujourd'hui, voilà, on a pensé à cette technologie. Enfin, c'est le mix de trois technologies qu'on a pensé pour rendre pratique en fait le retrait des courses. Il faut quelque chose vraiment de pratique et que les clients connaissent aujourd'hui. Après, on a le système à côté plus piéton qu'on pourra installer en hypercentre. Mais oui, aujourd'hui, voilà, c'est tout un système informatique qui est géré derrière. Il y a aucun problème. On a deux autres questions qu'on peut presque relier. L'investissement initial est couvert par quel levier? Emprunt, fonds publics, cotisations, etc. Ou bien, et l'autre question de Karine, rôle des acteurs publics dans l'écosystème, animation, financement. Donc, alors, aujourd'hui, on est sur une levée de fonds avec des investisseurs. On y va la semaine prochaine pour démarrer. Après, les fonds publics, oui, on a essayé également. Alors, c'est compliqué parce qu'au toit, c'est aujourd'hui déjà, comme l'a dit Vincent, c'est nouveau, c'est un nouvel écosystème. On a beaucoup d'acteurs autour, notamment des acteurs, on va dire, locaux. On a la grande distribution, on a les grandes marques. Et souvent, comment dire, c'est dans les appels d'offres, ou enfin, pas les appels d'offres, mais les fonds du territoire,
en fait, on coche pas les cases puisqu'on n'est pas dans une catégorie, on n'est pas dans l'autre, on est un peu au milieu. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais typiquement, c'est le genre de projet qui peut mobiliser 3 types d'investissements. Le premier, bien sûr, faut penser au public, mais c'est vraiment pas forcément. On pourrait presque s'en passer parce qu'il y a des retours sur investissement qui peuvent être intéressants. Mais on va dire les entreprises de l'agroalimentaire, de la grande distribution, mais en général les entreprises. Mais il y a aussi les habitants. Et peut-être, j'en rajouterai un 4e point, les fonds d'investissement privés qui se créent aujourd'hui pour une économie beaucoup plus régénérative. En fait, on voit qu'il y a toute la finance d'impact aujourd'hui réfléchie. Il y a aussi de ce côté-là à rechercher, mais on est au début de quelque chose, je pense, et c'est pour ça que l'objectif de ICO, et ce qu'on s'est fixé là pour l'année, c'est de vous présenter des projets avec ces nouveaux modèles qui sont pas tout à fait encore bien posés, mais qui sont inspirants sur la façon dont il faudrait fonctionner. Et d'où, évidemment, la SIC, parce que on est sur des organisations qui seront de toute façon publiques-privées, mais l'idéal aussi, c'est d'embarquer le citoyen. Parce que là, il y a une question qui va être importante, c'est que ces choix-là aussi ne peuvent pas se faire sans l'implication, entre guillemets, du bénéficiaire, comme on dit, de la maîtrise d'usage. Donc, le consommateur, donc en partie le citoyen. Et on voit bien que derrière ces questions-là se pose aussi la question du projet de territoire. Mais derrière ce projet de territoire, et moi je trouve que la vertu de Hautois, c'est d'expliquer que dans ces territoires de flux, on a la possibilité d'organiser l'écosystème avec de nouveaux liens. Et qu'on a tout pour le faire en réalité. Tout existe, qu'on peut commencer à démarrer ce type de projet dans pratiquement n'importe quel territoire de France et de Navarre. Tout à fait. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, il y a quand même un point qui va être important parce que le rôle des acteurs. Et on voit bien que dans tous les projets aujourd'hui, une des questions qui se posent, c'est pas tellement les problèmes de méthode, d'outils, on a tout en réalité. Ce qu'il faut arriver à fabriquer, c'est des expériences collectives transformatrices qui permettent de faire prendre conscience que d'autres façons de faire existent. Et que je pense que là, à partir du moment où on aura pris conscience de façon très pratique que d'autres manières de faire sont possibles et sont rentables, et que on est aligné sur ces logiques de transition, eh bien, on ira un peu plus vite. Avez-vous présenté aux autorités économiques compétentes? Alors, pour tout vous dire, Jean-Pierre n'est pas là. Oui, on l'a fait, mais qu'est-ce qu'on met derrière compétente? Moi, c'est ça qui me fait peur dans le titre. En fait, on a eu une audition auprès de la commission du Premier ministre avec Jean-Pierre Marty sur voilà ce qu'il faudrait faire dans les territoires ruraux. Mais en réalité, ce qui se passe, là, on aborde un autre sujet, c'est que on est dans un modèle très vertical en France, très vertical et très cloisonné. Et comme l'a dit Caroline, beaucoup d'appels d'offres, Hautois rentre pas dans les cases parce que c'est très transversal et ça sort des logiques traditionnelles. Et justement, ce qu'on essaie d'expliquer à tous ceux qui veulent bien l'entendre, c'est que c'est possible, mais en gros, aujourd'hui, beaucoup de ces acteurs qui détiennent certains leviers n'ont pas forcément conscience des enjeux, mais surtout sont frileux par expérimenter. Et il faut trouver un bon cadre pour expérimenter. Alors, mais c'est un vrai sujet. Et je pense que comme on doit tous faire un pas de côté, les actions qu'on doit engager, eh bien, on hésite à les faire parce qu'on pense qu'on ne sait pas si on est capable de les faire, si vous voulez. Et on a peur.
Donc ça, c'est un des sujets qu'il faudra traiter et on essaie de trouver des solutions. Et justement, ça me laisse, c'est pour ça que ICO existe. Parce qu'en fait, notre objectif, c'est pas simplement de fabriquer des applications, mais c'est d'une manière générale de fabriquer des outils qui embarquent une nouvelle ingénierie qui permettent d'accélérer ces changements et de fabriquer les expériences collectives qui sont nécessaires à la transformation de ces modèles. Mais bon, en tout cas, c'est une vraie question. L'autre, c'était quel ratio imaginer en termes d'emploi hub territorial? Alors, je ne sais pas si toi, Caroline, tu pourras répondre, mais je peux quand même essayer d'y répondre par un autre projet qu'on accompagne dans le Grand Est, c'est les hubs de compétences. En fait, on voit que aujourd'hui, en tout cas, la question de l'emploi se pose d'autant plus que dans certains territoires, on se trouve avec une baisse de la population active. Qu'au final, c'est pas les boulots qui manquent, parce que l'offre d'emploi existe, mais qu'en face, on a un mal fou à appareiller l'offre et la demande d'emploi. Donc là, il y a un sujet aussi, c'est comment sur cette mise en réseau, on doit pouvoir trouver des solutions peut-être plus flexibles, mais aussi plus sécurisantes pour voir comment on peut organiser ça. Mais j'attire quand même l'attention, c'est que l'étude qu'on fait aujourd'hui sur les questions d'emploi montre que la question de l'attractivité entre les métiers, entre l'entreprise et entre le territoire n'est pas établie. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, quand quelqu'un vient, qu'on a trouvé donc on a déjà du mal à appareiller les compétences, c'est-à-dire que vous avez l'offre d'emploi, mais vous n'avez pas en face la personne qui a forcément les clés. Vous les essayez vous lui donnez une formation, mais une fois qu'elle a cette formation, au bout de 2 mois, elle s'en va parce qu'elle n'est pas insérée dans le tissu local, parce qu'elle a des problèmes d'habitat, parce qu'elle a des problèmes de mobilité. Donc, on n'est pas sur ces marchés métropolitains, on est sur des marchés infra. Et c'est vrai que si on met en place ce type de réseau, on doit pouvoir finalement faciliter l'insertion, en gros, et le développement de l'emploi sur ces territoires. Mais en tout cas, c'est à creuser. Hein. Tout à fait, tout à fait. Je sais pas, tu veux rajouter quelque chose? Non, ben après, voilà, l'idée, nous, c'est vraiment de remettre tout ça sur les territoires. Et exactement, c'est ce que tu disais, Vincent. Ok, on a dépassé de 5 minutes le webinaire. Je propose qu'on conclue là, qu'on remercie les participants, les intervenants, Laura pour avoir assuré comme il fallait la liaison, et puis au prochain rendez-vous. Et merci encore. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.